Imaginez que dans la rue, tout le monde porte le même vêtement. Quel ennui! C'est pareil avec les polices de caractère. Il en existe une infinie variété parce qu'il y en a pour tous les usages, tous les contextes, tous les goûts. On peut dire vraiment que la typographie, c'est le vêtement du texte. À quoi ça sert? Un signe A est toujours le signe visuel associé au son A. Alors qu'est-ce que ça change? Un message tout nu, sans mise en forme, ça n'existe pas. On doit l'habiller de manière neutre ou classique, ou moderne, ou excentrique. Cela ne change pas le sens, mais ça influence la façon dont il sera perçu. Typographie, littéralement, c'est l'art d'écrire avec des types, c'est-à-dire avec des formes préétablies, par différence avec l'écriture manuscrite. Chaque typographie a un nom et parfois toute une histoire. L'histoire de la typographie est étroitement liée à l'évolution des techniques d'impression. On connaît le principe de l'empreinte depuis la préhistoire, du tampon depuis l'Antiquité. Les Chinois pratiquent l'estampe, et donc l'image imprimée, depuis plus de 1000 ans. Mais au XVe siècle, Gutenberg a l'intuition d'un créneau commercial. Il veut produire 200 Bibles dans le temps qu'il fallait pour en copier une seule à la main. Pour cela, il invente l'impression au moyen de caractères mobiles en plomb, met au point leur fabrication, perfectionne la presse et l'encre. Et c'est cela qu'on appelle l'invention de l'imprimerie. Pour bien se différencier, les typographies portent un nom. Les plus célèbres s'appellent Times, Helvetica, Comic Sans, Garamond, Didot. Certaines se retrouvent sur nos ordinateurs alors qu'elles ont été créées il y a très longtemps. Garamond par exemple, la police Garamond tient son nom de Claude Garamond, qui était imprimeur de François Ier. Ce caractère en a inspiré des milliers d'autres, dont le Times New Roman, conçu en 1932 pour le quotidien The Times. Le Times New Roman est devenu une des polices les plus répandues car elle est disponible dans la plupart de nos traitements de texte. Quant à l'Helvetica, créée en 1957, on dit qu'elle est la police la plus utilisée au monde. Elle est très souvent imitée, par Microsoft par exemple, pour créer l'Arial. Pour faire une police complète, ou un caractère typographique, il faut des capitales, des minuscules, qu'on appelle des bas de casse, des chiffres, de la ponctuation, des accents, des caractères spéciaux. Et cette police peut avoir de nombreuses déclinaisons. Romain ou italique, light, normal, gras, et des variations de largeur, on dit de chasse. Normal, condensé, extra condensé ou extra large. Vous faites bien la différence entre un col V, un col rond, un col roulé. Pour différencier les caractères de texte, c'est pareil. Il faut bien s'aiguiser les yeux. Dans l'immense garde-robe typographique, on peut tout d'abord distinguer deux grandes catégories. Les vêtements extraordinaires, pas pratiques du tout, mais qui font beaucoup d'effets. On appelle ça du titrage, des caractères fantaisie ou expérimentaux. Et puis il y a les vêtements de tous les jours, très confortables, du plus classique au plus sportif ou technique. C'est ce que l'on appelle les caractères de labeur, qui permettent de composer des textes longs, des romans, des journaux, des notices de médicaments. Pour les différencier, on regarde attentivement certains détails. L'axe de la lettre, le contraste entre les pleins et les déliés, la forme des empattements. Ce sont les patins que l'on trouve en bas des lettres, on dit serif en anglais, et c'est ce mot que l'on retrouve souvent dans les noms de typos. C'est sur ces trois critères que se fonde la classification typographique internationale conçue par Maximilien Vox. Cette classification a l'avantage de retracer l'évolution historique des caractères. Elle appelle humanes les polices inspirées des caractères gravés au XVIe siècle, qui gardent encore une forte influence de l'écriture manuscrite des copistes de cette époque. Leur axe est très penché. Ensuite, les Garald, puis les Réal, inspirés notamment des créations de Garamond, puis de Caslon, Baskerville, s'affinent. Les empattements sont de plus en plus précis. Le contraste plein délié augmente, jusqu'au Didone, avec les caractères de Didot, de Bodoni, où déliés et empattements sont si fins qu'ils ne font plus qu'un trait. Au XIXe siècle se développent les journaux, la publicité, les romans populaires,
La forme des lettres est renforcée pour résister à de longs tirages. On appelle mécane ces caractères aux solides empattements rectangulaires. Au XXe siècle, sous l'influence des mouvements modernistes, l'emploi de caractères sans empattement se banalise, plus géométriques. Ce sont les linéales. À la fin du XXe siècle, les typos se dématérialisent et s'affichent sur les écrans d'ordinateur, puis de téléphone, définis par un codage numérique. En ce début du XXIe siècle, la création typographique est plus riche que jamais. Il se crée de nouvelles polices tous les jours. Voici par exemple les caractères commandés par le ministère de la Culture à deux jeunes typographes françaises, l'Infini de Sandrine Nugue et le Faune d'Alice Savoie. Comme un acteur au fil de sa carrière, un caractère typographique se charge au fil du temps de ses rôles passés dans notre inconscient collectif. Certains sont de véritables passe-partout, mais d'autres sont très reconnaissables et incarnent un style, un pays, toute une époque. Le banco, un caractère publicitaire dessiné en 1951 par Roger Excoffon, a été un temps victime de son succès. Utilisé en France pour les enseignes de tellement de bar tabac, de pressing, qu'on ne pouvait plus le voir en peinture. En 1974, Bob Marley s'en sert pour la pochette de l'album Natty Dread. Petit à petit, le banco est redevenu à la mode, jusqu'à servir pour le logo d'un célèbre magazine de skateboard, Thrasher. Pas d'acteur sans mise en scène. La mise en page, la mise en forme du texte conditionne l'expressivité d'une typo. Regardez toutes les façons dont on peut faire entendre un même cri typographique, rien qu'avec les variantes d'une même police en fonction de sa graisse, de son corps, c'est-à-dire de sa taille, et de son emplacement dans le format. Autoritaire en capital, discret en light, délicat en italique. Maintenant, à vous de jouer. Comment choisir une police ? Quand on choisit un vêtement, on commence par regarder la météo. Pour une typo, c'est pareil. Il faut d'abord l'adapter au contexte d'usage. Est-ce qu'on cherche à être vu de loin, à capter l'attention ou à être lisible en tout petit ? Ensuite, on peut se poser des questions de style. Est-ce qu'on veut avoir l'air sérieux, chic, sympa ? C'est comme choisir un vin pour accompagner un plat. Il faut connaître les typographies, prendre le temps de les observer, de les aimer. Il n'y a pas de règle, il suffit d'essayer. Quelques conseils tout de même. Ne multipliez pas les typos. 3 typos différentes, c'est souvent un maximum, surtout si on n'est pas graphiste. Tout changement d'un paramètre typographique doit être justifié par une différence de nature du texte ou de son importance. Pour différencier 2 niveaux de texte, souvent, une seule variable suffit. On peut changer de corps, donc de taille, ou de graisse, ou de couleur, mais pas tout à la fois. La typographie est partout dans nos vies, sur nos écrans, sur nos vêtements, dans nos frigos, dans la rue. Ce qui hier était une affaire de spécialistes est aujourd'hui l'affaire de tout le monde. Les polices sont le fruit d'une longue histoire et conditionnent subtilement, subjectivement, le sens de ce que nous lisons. Alors regardons les lettres autour de nous, découvrons des typographes et des typographies, amusons-nous avec, pour donner du style aux invitations, aux mails, aux exposés, aux albums photos. Les outils numériques permettent de créer des typos beaucoup plus vite. La typographie est redevenue un terrain extraordinaire de création. La France est riche de nombreux jeunes créateurs typographiques à découvrir. On peut par exemple télécharger gratuitement les beaux caractères commandés par le ministère de la Culture à 2 typographes françaises, l'Infini de Sandrine Nugue et le Faune d'Alice Savoie.